Bonjour à toutes et tous. Donc, je représente l'entreprise Vazar Home, qui est une entreprise centenaire, une PME historique, donc, dont le métier historique était l'ébénisterie. Aujourd'hui, bien sûr, nos métiers ont évolué. Nous fabriquons toujours des meubles à l'unité dans un atelier d'ébénisterie, mais nous avons également un atelier de vernissage qui nous permet de proposer des finitions à la demande, et lacs à la demande. Puis nous avons intégré l'agencement, donc l'agencement de cuisine, de bibliothèque, de dressing, etc. On a également une partie négoce. On va acheter des jolis canapés, des jolis fauteuils pour les revendre. Et puis enfin, on a appris à manager des projets complexes, donc de conseil en décoration d'intérieur, où là on va prendre en charge la rénovation complète de toute ou partie d'une maison, du sol au plafond, en y associant nos partenaires artisans. Nous sommes 2 co-gérants, Annick et moi. Nous avons repris cette entreprise en 2001 et cette entreprise emploie aujourd'hui 15 salariés et génère en 2022 1 800 000 € de chiffre d'affaires. D'abord, je suis un acteur engagé sur ce territoire. J'ai fait partie de ceux qui ont créé le Conseil économique et social du territoire. J'ai fait partie de ceux qui ont créé un tiers-lieu à Vernon qui s'appelle la Manufacture des Capucins. Donc, je suis un acteur engagé. Je suis aussi un acteur engagé dans la transition depuis très longtemps. Et par exemple, nous étions inscrits dans le réseau Lucie. C'est un réseau qui nous accompagnait dans la mise en œuvre de l'ISO 26000, donc la mise en œuvre d'un questionnement RSE dans notre entreprise depuis 7, 8 ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Donc on a toujours été engagé, on a toujours tenté de répondre à des questions qui nous permettaient chaque année d'augmenter notre engagement. Il y a eu 2 éléments déclencheurs qui m'ont amené à changer de démarche. D'abord, le rassemblement du réseau Lucie en 2019 à Angers, lors de la conclusion, c'est de mémoire Alan Fustek qui prononçait le discours de conclusion, et il nous dit quelque chose comme « Nous avons fait énormément depuis 10 ans, grâce à Lucie, on suit 400 organisations en France, mais il faut bien reconnaître que nous n'avons pas fait baisser l'empreinte carbone de ces entreprises. » Moi, je repars avec ça. Je rentre en train d'Angers, je me dis, finalement, on travaille sur les 40 questionnements de l'ISO 26000 depuis 10 ans. Et est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de la question essentielle, qui est de décarboner nos activités? Bon, et puis c'est tout. Un autre élément déclencheur pour moi, ça a été les rapports de l'ONF sur les variétés, les essences de bois qui disparaissent. Je ne vais pas vous les citer parce que c'est trop long, mais le hêtre est atteint par une maladie et il va disparaître de nos forêts. Le frêne également, l'épicéa également, et on attend les résultats sur le chêne. Bon, ça fait quand même beaucoup. Ce sont des essences qui sont extrêmement présentes dans les forêts qui nous alentourent. Entre parenthèses, c'est la ressource avec laquelle mes ancêtres ont travaillé depuis toujours, et cette ressource disparaît, c'est gravissime, et donc c'est suffisamment grave pour déclencher quelque chose chez moi. Voilà. Ensuite, au fil des rencontres, j'ai découvert la démarche ACT, je ne me souviens plus exactement comment, et j'ai découvert que ce référentiel ACT permettait, lui, avec la clé d'entrée carbone, d'écrire une stratégie d'entreprise, mais dont la finalité serait la décarbonation des activités. Donc là, ça m'a permis de penser la suite, et je me suis dit probablement que cette démarche est plus en phase avec mes ambitions, avec ce que je souhaite. Voilà. Donc on a signé, on s'est engagé dans la démarche ACT en 2021. Donc acte pas à pas, pour être tout à fait précis. On a été accompagné et on a finalement été au bout
de cette démarche donc pour écrire notre trajectoire de décarbonation jusqu'en 2050. Et on a écrit notre premier plan d'action 2020-2025, le premier plan d'action de décarbonation. Voilà. Alors bien sûr, on a été accompagné pour Act, et d'ailleurs je conseille à tous mes collègues chefs d'entreprise de bien soigner l'accompagnement, c'est absolument indispensable, autant pour la partie bilan carbone que pour la partie Act pas à pas. Nous, on a choisi d'être accompagné par le cabinet Velia, donc Olivier Ponce, qui fait partie de l'association Carbone Éthique, et franchement, on a eu de la chance parce qu'Olivier est un véritable expert de ces sujets, il a beaucoup d'expérience et donc il nous a beaucoup aidé, beaucoup tenu la main tout au long de la démarche. L'intérêt de la démarche. D'abord, l'intérêt, c'est le bilan carbone Scope 3. Franchement, on voit des choses dans le bilan carbone Scope 3 qu'on ne voit pas du tout dans un bilan carbone réglementaire. Donc, il faut commencer par dire ça à nos collègues chefs d'entreprise. Je suis désolé de le dire, mais le bilan carbone réglementaire ne sert à rien si on veut élaborer une stratégie de décarbonation. Dans le bilan carbone Scope 3, on prend en compte les usages de ce que l'on vend à nos clients. Ça n'a rien à voir en termes de quantité de carbone. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est 204 tonnes calculées sur l'année 2020. Voilà. Ce bilan carbone nous a appris ce qu'on ne savait pas. C'est que, par exemple, c'est pas l'énergie qui pose problème. Et pourtant, on en consomme beaucoup, mais l'énergie pèse 4% dans le bilan carbone, ce qui est pas énorme. Par contre, tous les intrants, les matières qu'on achète, les sous-ensembles, les produits finis qu'on achète, c'est énorme. Le fret pour transporter tout ça, c'est énorme. Les déplacements chez nos clients, les déplacements de nos clients, les déplacements domicile-travail. Voilà ce qu'on a véritablement dans notre bilan carbone. Et donc, voilà ce qu'il faut pointer dans notre plan d'action. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est la vision. Act nous a permis d'acquérir une vision 2025, 2030, 2050. Ça ne veut pas dire qu'on sait très exactement ce qui va se passer en 2050. C'est pas ça que je dis. Je dis que en intégrant les risques systémiques que l'on connaît aujourd'hui, pandémie, risque de rupture des chaînes d'approvisionnement, risque alimentaire, risque énergétique, risque économique, risque financier, eh bien, ça nous aide à écrire une vision un peu réaliste du devenir de cette entreprise. C'est un exercice qu'on n'avait jamais fait, qui est un excellent exercice pour toute l'équipe. Pour élaborer cette vision, Olivier a mis en place une formation climat au bénéfice de la petite équipe. Cette formation climat qui permet à tout le monde d'être au clair sur le climat, ça n'est pas la météo, et plus 1,8 degré en France, c'est pas juste 1,8 degré de plus sur les plages cet été, c'est pas ça. Bon. Donc la formation climat, elle a été extrêmement intéressante pour la prise de conscience de notre petite équipe et du coup pour l'engagement de certains ambassadeurs au sein de l'équipe qui ont une petite part active dans la mise en place de notre plan d'action. Enfin, le dernier rapport de Act, c'est le plan d'action concret. On a un plan d'action en 20 actions entre 2021 et 2025 qui doit nous permettre d'économiser 24 tonnes d'équivalent CO2. On n'a jamais écrit un plan d'action aussi concret sur cet objectif-là, donc c'est un véritable apport. Donc je suis très satisfait de ce référentiel et très satisfait de l'accompagnement dont on a bénéficié. Aujourd'hui, on est vraiment sur notre trajectoire de décarbonation. Je ne dis pas qu'on sait le faire, je ne dis pas que tout est réglé. Je dis qu'on est en train d'apprendre et qu'au moins on est sur le bon chemin. Dans une petite entreprise, quand on investit un peu d'argent et beaucoup de temps dans l'élaboration d'une stratégie, croyez-moi, elle ne reste pas au placard. On s'en sert. Donc non, ce plan d'action, on est en train de le mettre en œuvre depuis 2022 et on a déjà coché un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre. Je vais vous citer par exemple le fait de ne plus acheter de bois de chauffage et d'essayer de relever le défi de chauffer uniquement avec du bois déchet. Je peux vous dire qu'en 2023, on est à 100% de l'objectif atteint, on aura chauffé avec 100% de bois déchet. On devait acheter un deuxième véhicule utilitaire
électrique, c'est fait, on a notre deuxième véhicule utilitaire électrique. On a une première salariée qui a transformé un diesel en électrique, ça c'est fait, et on s'est engagé auprès d'un deuxième salarié à lui offrir la recharge si un deuxième salarié bascule d'un diesel vers l'électrique. On a déjà supprimé un certain nombre d'emballages auprès de certains fournisseurs. On a commencé à arrêter de vendre des matériaux de synthèse pour réaliser les plans de travail. On a diminué la vente de tables de cuisson gaz qui pèsent un poids important dans le bilan carbone. Donc, sur la vingtaine d'actions, il y en a une bonne moitié qui est en route, qui est mise en œuvre. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quel niveau nous en sommes de diminution des émissions, mais enfin, vraiment, c'est franchement un plan d'action qui est mis en œuvre. Il faut enfin préciser, pour réussir la mise en œuvre d'une trajectoire de décarbonation de l'entreprise, nos actions en propre ne suffisent pas. Le contexte doit nous y aider. Si notre agglomération élabore un plan vélo ambitieux, ça va faciliter le passage de la voiture au vélo pour les trajets du quotidien, et donc ça peut inciter un certain nombre de salariés à venir en vélo. Si nos clients mutent rapidement du diesel vers l'électrique, ça peut faire baisser mécaniquement le bilan carbone des déplacements de nos clients. Et si enfin le ferroutage se développe dans les 15 prochaines années en France, on aura une partie de nos produits qui viendront non plus sur des camions, mais sur le rail. Donc le contexte est très important pour nous aider à faire baisser nos émissions carbone. C'est assez simple. Aujourd'hui, clairement, l'indicateur carbone, il est devenu ici un des indicateurs clés de pilotage de cette entreprise, au même niveau que l'excédent brut d'exploitation. C'est-à-dire, c'est ni plus ni moins. Toutes les décisions du quotidien, aussi petites soient-elles, sont prises à l'aune de cet indicateur. C'est-à-dire, est-ce qu'elles me permettent de diminuer mon empreinte ou est-ce qu'au contraire, elles augmentent mon empreinte? Il n'y a plus une seule décision qui est prise ici au quotidien si elle augmente mon empreinte carbone. Alors, bien sûr, il y aura une réévaluation de notre bilan carbone en 2026 sur les données 2025, et derrière ce nouveau calcul de notre bilan carbone, on rebondira sur une nouvelle étape de acte pour continuer d'écrire notre trajectoire de décarbonation. Voilà. Mais ça ne suffit pas. J'ai bien l'intention aussi d'embarquer d'autres entreprises dans la démarche. Nous avons écrit avec Florentin Lemercier, qui travaille chez SKF à Vernon, un projet acte collectif. Et par chance, nous avons été retenus par l'ADEME en novembre 2022. Donc nous faisons partie des 6 projets retenus en France suite à l'appel à projet acte collectif. Concrètement, sur le territoire de SNA, nous embarquons 12 entreprises pendant 2 ans dans l'élaboration de leur bilan carbone Scope 3, puis la démarche acte pas à pas. Elles sont accompagnées, ces 12 entreprises, par 11 consultants de carbone éthique. On a associé également BPI France pour la partie bilan carbone. L'ADEME cofinance évidemment la partie acte. On a réussi à convaincre l'école d'ingénieurs l'IT2I de nous apporter quelques étudiants volontaires pour aider et accompagner la démarche. Et puis enfin, on a Corporate for Change avec nous pour organiser les sessions collectives pour stimuler tout le monde et former tout le monde à la démarche acte et aux conséquences du dérèglement du climat. Donc voilà, donc, ces 12 entreprises, c'est un groupe pionnier. Évidemment, on ne s'arrêtera pas là puisque il faut aller toujours plus loin dans le sens de la décarbonation de nos activités.